Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'Éthiopie voit l'aide humanitaire fournie par les États-Unis restaurée après une période de suspension instaurée en guise de sanction. Une décision opportune à l'heure où le nombre de déplacés ne cesse d'augmenter, notamment à cause du conflit au Tigré. L'électrification des populations est au cœur des préoccupations publiques au Soudan du Sud. Le taux d'électrification ne dépasse pas les 10%. Le développement des infrastructures fait partie des priorités nationales. Et jour J du semi-marathon de Djibouti ce vendredi 5 mars. Un événement inédit qui réunit des athlètes de renommée internationale. Objectif affiché pour cette première édition, inscrire de nouveaux records sportifs. Mais tout d'abord au Sénégal, l'affaire Ousmane Sonko continue d'être source de tension. Le leader du PASTEF, les Patriotes, a été interpellé le 3 mars au motif de troubles à l'ordre public alors qu'il se rendait chez le juge d'instruction, escorté par ses partisans. L'opposant doit être présenté au juge d'instruction ce vendredi pour répondre aux accusations de viol proférées à son encontre, des allégations qu'il continue de nier en dénonçant un complot politique. Son arrestation a suscité l'indignation au sein de la classe politique sénégalaise. Si aucun bilan officiel n'a été fourni sur le nombre de blessés ni sur le nombre d'interpellations pour les journées de mercredi et de jeudi, les troubles liés à cette arrestation ont tout de même provoqué la mort d'un manifestant ce jeudi en Casamance. Les partisans d'Ousmane Sonko ont annoncé une nouvelle manifestation ce vendredi, manifestation non autorisée par les autorités au motif officiel de la pandémie de coronavirus. L'Éthiopie va de nouveau recevoir l'aide humanitaire des États-Unis, un dispositif qui avait été suspendu en raison des tensions autour de la construction du barrage de la Grande Renaissance qui a commencé en 2010, un projet qui implique l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, 3 pays, un projet et des désaccords persistants. Marie-Raphaël Antolo. Rétablissement de l'aide humanitaire allouée à la lutte contre le terrorisme et le trafic humain en Éthiopie. Suite à une annonce du porte-parole du gouvernement américain, Ned Price, il a été fait savoir que les autorités américaines ont annulé leur décision de suspendre l'aide accordée par le pays à l'Éthiopie. Cette aide de 130 millions de dollars avait été suspendue par le président Trump après l'échec de son intermédiation entre les différentes parties concernées par la tension liée au barrage. Les raisons du rétablissement de l'aide humanitaire en Éthiopie s'inscrivent dans une nouvelle politique de normalisation de l'administration Biden envers les partenaires américains. Surtout que cette mesure de suspension de l'aide provenait de l'administration de Donald Trump et a engendré par la suite des tensions autour du barrage de la Grande Renaissance avec l'encombrant voisin égyptien et soudanais. Dans cette perspective, les autorités américaines soulignent qu'elles sont résolument engagées à reprendre cette aide afin de fournir les assistances humanitaires de base aux personnes dans le besoin dans le pays. Le pays entend également rembourser l'aide due pendant la période d'arrêt. Cette dernière s'élève à environ 272 millions de dollars selon Ned Price. On comprend mieux que par cet acte politique de forte ampleur, les États-Unis entendent œuvrer pour une neutralité, mieux à rechercher un consensus entre les pays concernés. D'une capacité de 6450 MW, le GED est construit sur fonds propres à plus de 80% actuellement par l'Éthiopie qui entend devenir ainsi un hub énergétique régional. Cependant, l'Égypte qui dépend entièrement du Nil bleu qui accueille l'infrastructure pour son approvisionnement en eau craint une crise hydrique à cause du barrage. Une inquiétude partagée par le Soudan. Cela a conduit à des années de négociations entre les 3 parties avec plusieurs médiateurs dans les États-Unis.
Le climat délétère qui prévaut au Tchad à quelques semaines de l'élection présidentielle du 11 avril inquiète la communauté internationale. Les Nations Unies appellent à la tenue d'un dialogue inclusif alors que certains candidats de l'opposition ont décidé de jeter l'éponge malgré la validation de leur dossier de candidature à la magistrature suprême. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné les violences meurtrières survenues au Tchad, précisément au domicile de l'opposant tchadien Yahya Dillo, en plein processus électoral. À cet effet, le chef de l'ONU a appelé à la tenue d'un dialogue politique inclusif dans le pays. D'abord, la première chose à faire, c'est de maintenir l'ordre public et la tranquillité, ce qui est de la puissance publique, pour qu'il y ait la sécurité. Pour qu'il n'y ait pas de trouble et qu'il n'y ait pas d'incidents dans les consultations électorales ni la campagne. Mais en même temps, il faut détendre l'atmosphère parce qu'il y a beaucoup d'appels au dialogue et au calme et à l'apaisement. Et justement, c'est une belle voie comme celle empruntée par le secrétaire général des Nations Unies. Mais il y a également d'autres acteurs internes et sous-régionaux qui appellent à la retenue pour qu'il n'y ait pas une sorte d'épilogue de la violence dans le pays. À la suite de ces violences, le principal opposant au Tchad, Saleh Kebzabo, a retiré sa candidature de la présidentielle du 11 avril. L'opposant accuse le président tchadien Idriss Déby Itno, grand favori pour un 6e mandat, d'intimider ses rivaux par l'usage de la force. Une position que des observateurs contestent, soulignant que les coups de feu au domicile de l'opposant avaient été initiés par Yahya Dillo lui-même. Il s'agit d'une exécution d'un mandat qui a perduré et l'individu s'obstine à résister à l'autorité judiciaire et à la rigueur de la loi. Mais nul n'est au-dessus de la loi, mais bien sûr. Et même si l'individu a des raisons, mais il n'a qu'à faire prévaloir ses raisons devant la juridiction nationale tchadienne. Ainsi, Antonio Guterres exhorte les autorités nationales à mener une enquête rapide et rigoureuse sur cet événement et en établir les responsabilités. Également, le diplomate portugais Stéphane Dujarric appelle les autorités tchadiennes à favoriser le dialogue politique avant les prochaines élections. Également dans l'actualité, le Gabon se classe dans le top 15 des pays africains les mieux préparés au commerce électronique. Selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, avec un score de 38 sur 100, le Gabon se place au 13e rang africain et au 150e rang mondial sur 152 pays classés. En Afrique centrale, le Gabon se hisse en tête des pays disposés au e-commerce. Néanmoins, il est à noter que le pays perd 0,3 points dans le classement par rapport à 2019. Quel bilan tiré du projet d'appui au secteur agricole lancé au Togo en 2011 ? Ce projet soutenu par la Banque mondiale a pris fin en 2020. Il avait pour but de renforcer les capacités des producteurs bénéficiaires tout en faisant la promotion de l'environnement et du développement durable. Retour sur les campagnes menées par le PASA avec Aménège. Le projet d'appui au secteur agricole lancé en 2011 au Togo avec le soutien de la Banque mondiale est arrivé à terme en 2020. Ayant touché près de 300 000 acteurs agricoles selon les chiffres officiels, il a donné un coup de pouce aux principales filières d'exportation que sont le café, le cacao et le coton, boostant le volume de production de 10 843 tonnes en 2011 à 213 165 tonnes en 2020. Lorsqu'on prend spécifiquement le cas du coton, il y a eu de véritables soucis s'agissant de la gouvernance de ce secteur et aussi des soucis par rapport au niveau du prix international puisque le Togo reste relativement un petit pays et qui ne peut pas influencer le niveau de prix mondial. Les actions de structuration et de financement menées par le programme ont permis de faire passer la production de cacao de 6 126 tonnes en 2011 à 14 264 tonnes en 2020. Outre ces performances enregistrées, la qualité des productions a connu une nette amélioration. Les acteurs ont bénéficié de formations et de renforcement de capacités, ce qui a
a abouti à une augmentation de plus de 35% du revenu des producteurs. Les appuis que le gouvernement togolais a eu de part avec les institutions internationales, notamment la Banque mondiale, ont permis quand même de relancer ces filières-là. Et les résultats les plus probants concernent évidemment la filière de coton et qui reste quand même une filière qui contribue beaucoup aux exportations du pays. Après l'exécution du projet d'appui au secteur agricole, les perspectives pour les différents acteurs se concentrent désormais sur la promotion de la transformation locale pour le café et le cacao et sur une production quantitative et qualitative pour le coton. Le déficit électrique pèse sur le développement du Soudan du Sud. Le pays enregistre la plus faible consommation d'électricité par habitant de la région d'Afrique subsaharienne. Et pour cause, le taux d'électrification du pays est estimé à moins de 10%. Cette situation est devenue une préoccupation publique. Les explications de Mildred Yamou. Au Soudan du Sud, le manque d'infrastructures de production et de distribution électrique ainsi que le manque de financement sont les principales raisons du déficit énergétique dans le pays. Une réalité dont ont pleinement conscience les dirigeants du pays qui mettent en œuvre des stratégies pour améliorer la situation. En plus des pratiques de remédiation hydroélectrique actuellement mises en œuvre et au regard des difficultés, l'énergie solaire représente une solution supplémentaire adaptée aux besoins en énergie du pays. Sa compétitivité et sa simplicité la rendent de plus en plus attractive face aux autres solutions thermiques. Son fonctionnement permet une grande rapidité de construction et une facilité de maintenance, y compris dans les environnements les plus isolés. La South Sudan Electricity Corporation développe actuellement des projets hydroélectriques afin de réduire le déficit en énergie du pays. Ces projets incluent notamment la mise en place d'un barrage hydroélectrique de 120 MW près de la capitale Juba, la construction d'une centrale solaire de 20 MW dotée de 35 MWh de capacité de stockage et l'installation d'une ligne de transmission pour importer de l'électricité depuis l'Ouganda. La mobilisation des fonds nécessaires à ces infrastructures est également un défi que nous devons relever. Le besoin financier représente une opportunité pour les investissements directs étrangers, tandis que les capacités locales limitées favoriseront le transfert de compétences et de connaissances. Selon la South Sudan Electricity Corporation, près de 90% de la population n'a pas accès à l'électricité et 70% des entreprises actives dans le pays fonctionnent grâce à des groupes électrogènes. En attendant la mise en œuvre des 10 projets, le Soudan du Sud s'appuie principalement sur les 100 MW de la centrale thermique de Juba. La première édition du semi-marathon de Djibouti, Gateway to Africa, se tient ce vendredi 5 mars. Plusieurs athlètes de renommée internationale ont tenu à répondre présents à cet événement inédit. Tous vont concourir pour gagner, mais aussi pour inscrire de nouveaux records sportifs dans ce parcours en 2 tours de 10,5 km. Les préparatifs de cette compétition ont été suivis de près par les autorités. Écoutons à ce propos le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Mohamed Camille. Sous le haut patronage du Premier ministre, l'autorité du port et des zones franches, en partenariat avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme, ont aujourd'hui l'insigne honneur d'organiser cette première édition du semi-marathon international de Djibouti. C'est un challenge pour la République de Djibouti, tant dans la vie politique, économique et sociale. En termes de visibilité, nous attendons aujourd'hui les grands athlètes, des grands athlètes qui viennent de par le monde, notamment le célèbre Mo Farah, ainsi que des athlètes qui nous viennent de la France, de la Hollande, des États-Unis, mais aussi de l'Afrique, sans oublier les Éthiopiens, les Kenyans. Par la même occasion, nous avons nos propres athlètes qui sont Moumingele, Hiss Bachir, Mihioudine, qu'il faut au passage encourager. Je lance un appel à l'endroit de mes compatriotes qui vont être sur le circuit, d'encourager vivement nos athlètes djiboutiens pour que cet événement soit une réussite totale.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.